Parce que la vente, c'est la partie la plus technique, la plus complexe en fait à gérer. Donc ça, à partir du moment où tu as des objections en fin de session stratégique, en fin de closing, en fait, phase de closing, c'est un symptôme qu'il y a des choses qui ont mal été faites en phase amont. Pour vraiment cartonner, il fallait se faire accompagner. Qui génère maintenant plus de 100 000 euros par mois. C'est pour ça que je conseille à tous de faire le plus rapidement possible des témoignages clients. C'est que beaucoup de personnes s'épuisent, mais elles s'épuisent à brasser du vent. C'est-à-dire qu'elles brassent du vent dans le sens où elles s'adressent à tout le monde. Ok, alors rapidement, moi je m'appelle Olivier Métral, dit Olive pour les intimes. Olive Métral, donc moi ce que je fais, c'est que j'aide des coachs, des consultants à devenir des coachs exceptionnels et surtout des coachs prospères. Voilà. Tout simple. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire aussi, peut-être pour qu'on sache d'où tu viens, comment toi tu as évolué, qu'est-ce qui. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Mon histoire, j'ai plusieurs vies parce que à l'heure où on enregistre cette vidéo, j'ai dépassé les 40 ans. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le service, plus service informatique au départ. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans beaucoup de domaines différents, donc beaucoup d'entreprises différentes, surtout sur la partie management informatique. Voilà, j'ai commencé comme ça dans l'humain. C'est plutôt l'humain je me suis rendu compte que c'était plus l'humain qui me passionnait plutôt que les machines et le langage et ce genre de choses, la programmation. C'est pour ça que je me suis plus spécialisé encore plus dans le management et puis par la suite dans le coaching de l'humain, pour les aider justement à évoluer, à être plus efficient, plus efficace. J'ai fait travaillé beaucoup aussi dans tout ce qui est, je pense que tu connais, l'agilité en fait. Agilité, je fais du coaching aussi là-dedans, coaching Scrum Master, enfin, tout ce qui concerne le product owner, l'agilité, des gros projets d'envergure, parce que j'ai travaillé aussi pour un opérateur très célèbre dans ce domaine-là, avec des équipes pluridisciplinaires et puis réparties un petit peu partout sur divers territoires. Donc ça, c'était une expérience qui était intéressante. Moi, j'ai plus voulu me diriger vers l'humain, donc j'ai passé une certification de coaching comme toi, dans une école de management. Et puis, j'ai voulu lancer mon activité dans ce domaine-là, dans le domaine du coaching. Au départ, c'était un peu compliqué parce que j'étais plus dans le mode développement à l'ancienne. Et puis j'ai eu l'opportunité de me spécialiser plus sur des méthodes, entre guillemets, nouvelles. J'étais dans l'ancien monde, je suis passé dans le nouveau monde. Et ce qui s'est passé, on en parlera, je pense, tout à l'heure durant cette interview, mais j'ai mis en place des stratégies, des techniques marketing beaucoup plus avancées qui m'ont permis maintenant de construire un business à grande échelle, puisque c'est un business à l'heure où je parle qui génère maintenant plus de 100 000 euros par mois. Donc c'est ça qui me permet de développer et de développer encore plus. Et on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais à la base, je suis parti d'un du monde B2B, tout simplement. Et là, je suis passé sur du coaching. Du coup, aujourd'hui, selon toi, quels seraient finalement les bons outils? Est-ce que ça dépend complètement du business de chacun? Est-ce qu'il y a quand même des tendances en ce moment qui se dégagent sur Internet pour se faire connaître et pour développer son audience? Moi, dans le domaine dans lequel je suis, donc je travaille avec beaucoup d'indépendants, etc. Donc des indépendants qui ont peu de temps justement à accorder à tout cet aspect de trouver des clients, cet aspect marketing, cet aspect communication. Et je vois beaucoup de personnes en fait qui s'épuisent à communiquer en utilisant des méthodes en fait de l'ancien temps. Moi, j'appelle ça les méthodes de l'ancien temps. C'est les méthodes qu'on employait à partir de 2010, 2012, ce genre de choses. Je vois beaucoup de personnes qui s'épuisent à écrire des articles sur des blogs parce qu'on leur a dit qu'en tenant un blog, ça allait ça allait faire cartonner leur business. Je vois beaucoup de personnes qui essayent de faire des vidéos sur YouTube, qui s'épuisent à faire du contenu sur les réseaux sociaux, etc., mais qui partent dans tous les sens et font tout et n'importe quoi.
la chose qui fonctionne le mieux, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qui est adapté au business de l'entreprise, c'est surtout là où la personne est la meilleure. Donc, si la personne est la meilleure à l'écrit, ben, qu'elle fasse de l'écrit en priorité. Si elle est meilleure en vidéo, qu'elle fasse des vidéos, et ainsi de suite. Il y a cet aspect-là, et je vois que l'erreur qui revient le plus souvent par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes s'épuisent, mais elles s'épuisent à brasser du vent. C'est-à-dire qu'elles brassent du vent dans le sens où elles s'adressent à tout le monde. Elles ont oublié de cibler leur avatar, de cibler la personne à qui elles s'adressent. Et ça, pour répondre à ta question, je pense que c'est la base en fait qu'on oublie tout le temps. C'est identifier avec précision et au laser la personne à qui on veut s'adresser, l'avatar. Et s'adresser tout le temps en pensant à elle et cette personne et pas à une autre. Et surtout en pensant à ses problématiques et aux souffrances, aux choses qui la tracassent au quotidien. C'est marrant parce que je regardais une interview de Marketing Mania qu'on connaît chacun de nous, et il interviewait quelqu'un qui parlait du fait de comment faire des vidéos YouTube. Il disait que par exemple, pour parler à son audience, chaque fois qu'il terminait un coaching, cette personne en profitait pour faire une vidéo sur YouTube avec l'énergie de la fin du coaching. Et moi, c'est quelque chose que j'applique pour moi-même, et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, je sais pas ce que tu en penses, d'utiliser un petit peu ce truc de on vient d'avoir des idées, parce que des fois on a des idées volatiles, quoi, on les perd, et de réutiliser justement une problématique typique client qu'on a eu, parce qu'on est sûr que c'est une vraie problématique qu'on a eu en coaching, pour en faire une vidéo dans laquelle on va parler de la problématique du client qu'on vient de coacher en fait. Ouais, c'est exactement, c'est une super idée. Moi, ce que je fais, c'est, tu sais, je fais beaucoup de sessions de vente par téléphone, et c'est à chaque fois que j'ai une objection client, soit je la note, soit tout de suite après, je fais une vidéo. Parce que je suis inspiré, je suis dans l'énergie, en fait. Et je traite de cette objection de la bonne façon, c'est-à-dire en faisant comprendre que cette façon de penser n'est pas celle qui va amener la personne à son objectif, en fait. Donc, je traite l'objection par une vidéo, en fait. Une vidéo qui va être vue par plein de monde. Et ça permet justement d'anticiper ces objections. Et quand tu es au téléphone avec les personnes, beaucoup moins ce type d'objection, parce qu'elles ont vu en général, moi les personnes que j'ai au téléphone, elles ont vu toutes mes vidéos, et elles savent que le mindset que j'attends quand je les ai au téléphone, c'est le mindset de quelqu'un qui a envie qui a envie de bouger, qui a envie de réussir, en fait, tout simplement. Voilà. Mais ouais, je valide totalement un sortie de coaching, c'est vraiment top aussi de le faire. Comment on peut mieux identifier les bonnes personnes et pas perdre du temps avec les mauvaises aussi, quoi. Ouais, et ben il suffit moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait la liste des personnes que je ne veux pas voir, que je ne veux pas avoir au téléphone, et je traite, j'en parle dans mes vidéos, tout simplement. Et je peux te garantir que moi, des personnes que je veux pas voir, j'en vois plus, en fait. Tout simplement. Par exemple, j'ai donné l'exemple des personnes que je ne veux pas voir. Ce sont je pense que toi aussi, tu ne veux pas les voir, c'est les personnes que j'appelle les chasseurs de gratuits. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore le niveau de conscience nécessaire. C'est pas méchant quand je dis chasseurs de gratuits, parce qu'on a tous été, hein, quelque part. Quand on commence, on est tous. C'est pas méchant. Mais par contre, ce sont des personnes qui n'ont pas de niveau de conscience pour comprendre que c'est avec un PDF gratuit ou du contenu gratuit, il va pas les amener à leur résultat, en fait. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas encore compris ça. Donc, ce que je fais, c'est que je parle de ça, en fait. Je parle du fait que c'est pas avec un PDF gratuit ou c'est pas avec une formation à 7 € qu'elles vont atteindre leur objectif et qu'elles vont faire des ventes à plus de 3 000 €. Donc, les personnes, elles comprennent ça et elles savent que je suis pas fan du chasseur de gratuit, même si j'ai pu l'être moi aussi à un moment donné. Je le reconnais humblement. Hein. Je suis pas en mode toi, t'es un sale chasseur de gratuit. Non, on l'a tous été à un moment de notre vie. Mais je leur fais comprendre que s'ils sont encore dans cette phase de mode chasseur de gratuit, c'est pas la peine de venir me voir, tout simplement, parce qu'ils vont être très déçus. Et je vais pas leur apporter ce qu'ils recherchent, quoi, tout simplement. Moi, parce que j'attends tout simplement un mindset un peu plus élevé, quoi. Un niveau de conscience un peu plus élevé. C'est-à-dire des personnes qui ont pris conscience que pour vraiment cartonner, il fallait se faire accompagner. Ces personnes, moi, ce que je leur propose, c'est que je leur apporte de la valeur. Je leur donne de la valeur. Je suis pas... Donc, ce que je leur propose, c'est ma chaîne YouTube, dans laquelle je donne plein de contenu gratuit qui va les aider à avancer. Déjà commencer à mettre en place des choses par eux-mêmes. Et puis, je leur propose aussi mon groupe privé Facebook, dans lequel je fais des lives, dans lequel je donne
plein de contenu gratuit qui va les aider à évoluer au niveau mindset. Et ils vont progresser au niveau mindset, et petit à petit, ils vont arriver au niveau attendu en termes de niveau de conscience, tout simplement. Il faut vraiment se mettre à la place de ces personnes et se dire que elles ont un niveau de conscience qui n'est pas encore celui qui est nécessaire et que j'attends. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie. On a tous des évolutions des niveaux de conscience. Donc, faut rester humble par rapport à ça. Tu vois, c'est pas la peine de dire, voilà, ils sont des sales chasseurs de gratuits. Moi aussi, je l'ai été, donc je peux pas leur jeter la pierre. Pierre. Okay. Alors du coup, maintenant on va parler aussi de comment on crée justement un rapport de confiance et un rapport d'autorité. Je pense que c'est deux éléments importants pour que quelqu'un démarre avec nous. Souvent on dit confiance en la personne, confiance en produit, confiance en soi. Et très souvent sur Internet, on va avoir ce temps finalement qui est assez court aujourd'hui avec le nombre de contenus qu'on a sur Internet. Donc pour toi, qu'est-ce qui crée le rapport d'autorité, où on va te considérer comme quelqu'un qui finalement est perçu comme pouvant répondre aux besoins, et le rapport de confiance aussi qui va faire que la personne non seulement perçoit comme une autorité, mais perçoit aussi qu'elle peut croire en toi dans le fait de l'aider. Ouais, tu as plusieurs façons de créer ton autorité, hein. La première, c'est de dire je suis génial. Je suis génial, ok, super. Y a des personnes qui vont te croire, mais tu vas pas avoir un impact formidable. Après, tu as une autre façon de faire, c'est de faire en sorte que d'autres personnes disent que toi, tu es génial. Donc, c'est des témoignages. Donc, déjà, là, au niveau de l'impact, tu vas en avoir beaucoup plus. C'est pour ça que je conseille à tous de faire le plus rapidement possible des témoignages clients. À partir du moment où vous avez des personnes qui atteignent des résultats, vous leur demandez de faire un témoignage. C'est la façon la plus puissante. C'est votre trésor de guerre, hein, vos témoignages. Et c'est la manière la plus puissante de construire son autorité. Il y a encore une façon encore plus puissante d'asseoir son autorité. C'est de prouver, en fait, de prouver que tu as cette compétence auprès de personnes qui ne te connaissent pas, mais que tu vas aider au travers d'une résolution d'un problème. Donc ça va être leur montrer, leur prouver que tu es capable de. C'est un niveau encore au-dessus. Mais ça, c'est un niveau qui peut être employé par exemple pour les personnes qui commencent. Voilà, leur prouver que voilà, laisse-moi faire une partie de ça, tu verras que j'ai la capacité de le faire, j'ai toutes les compétences pour le faire. Et par la suite, ce que tu peux faire, c'est demander les témoignages de cette personne que tu as aidé justement à atteindre déjà ce premier niveau de résultat. Tu publies tes témoignages et petit à petit, tu montes graduellement ton niveau d'autorité. Et il y a ce moment de tension que ressentent beaucoup, en tout cas de personnes qui débutent dans la vente, où la personne commence à dire oui, mais, liste des objections dont tu parlais. Comment tu dirais qu'on peut gérer finalement les objections, et comment aussi gérer au niveau rationnel, je parle, et aussi au niveau émotionnel, puisque je sais que pour beaucoup de gens qui débutent dans le domaine commercial, c'est vraiment cette partie-là de gestion des objections qui est la plus difficile en termes émotionnels. Ok. Alors, il y a beaucoup de personnes, hein, y compris des personnes qui commencent dans le closing, qui commencent à proposer leurs services, qui parlent d'objections comme si c'était le Saint Graal. Savoir gérer les objections, c'est la mec. Vraiment, le mec, tu vois, le closer qui sait gérer ses objections, c'est le closer de classe mondiale. Non, moi, je pense pas ça. Je pense que, au contraire, l'objection, c'est juste un symptôme, en fait. C'est un symptôme. À partir du moment où tu as des objections en fin de session stratégique, en fin de closing, en fait, phase de closing, c'est un symptôme qu'il y a des choses qui ont mal été faites en phase amont. Toutes les étapes que tu as décrites tout à l'heure, juste là maintenant. C'est un symptôme, en fait. Et l'idée, c'est de comprendre quel est le symptôme, en fait. Qu'est-ce qui a mal été expliqué de notre part? Qu'est-ce qui a mal été compris par le prospect? Et l'idée, c'est d'éclaircir ce point-là et de vraiment comprendre quelle est la raison qui fait que cette personne a une objection. Quelle est la vraie raison? Parce que ce que je remarque, des sessions de vente comme ça, j'en ai fait des centaines et des centaines, donc je commence à avoir pas mal d'expérience là-dedans. Pour vendre des prestations à tous les prix, hein, de 3 000 € jusqu'à 48 000 €. Donc, je commence à bien connaître, si tu veux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les objections, très souvent, notamment les objections par rapport à l'argent,
il peut arriver effectivement que tes personnes n'aient pas de l'argent. Ça peut arriver. Mais très souvent, ce type d'objection, c'est simplement révélateur d'un symptôme. Et ce symptôme, c'est que la personne, peut-être qu'elle n'a pas la confiance pour le faire. Peut-être qu'il va lui manquer des éléments pour comprendre qu'elle peut arriver à son objectif. Et c'est à nous, en fait, de lever ces objections en comprenant exactement quel est l'élément qui a mal été perçu par rapport à ce qu'on lui a, à notre déroulé de session stratégique, par exemple, et de revenir dessus et de reboucler jusqu'à ce que la personne soit à 10 sur 10 par rapport au fait que le programme qu'on lui propose soit parfaitement adapté pour elle, tout simplement. Donc la question à lui poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses que ce programme il est fait pour toi? Et tant que la personne n'est pas à 10, c'est qu'il y a quelque chose qui a mal été perçu en phase amont. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ce que je... Ouais, c'est très clair. Et il y a un autre problème que je vois aussi dans le domaine industriel, c'est que très souvent les gens ont tendance à trop focaliser sur le process, hein. C'est-à-dire que quand ils vont expliquer une solution, là je pense par exemple à des sociétés de prestation de services ou autres, où ils vont commencer à expliquer tout le détail de les différentes étapes industrielles, et ils ont souvent même des catalogues, hein, ce fameux catalogue qu'on va montrer ou cette plaquette client qu'on va montrer en entretien de vente. Là, je parle d'entretien physique, hein, mais ça pourrait être un entretien, si on l'envoie par mail, c'est exactement pareil. Et il y a ce risque que je vois souvent à rentrer trop dans le détail, si tu veux, de tout ce process, de toutes ces étapes de fabrication ou de construction. Quel est, toi, le danger par rapport à ça? Est-ce que du coup, il ne faut pas du tout parler de process avec un client? Est-ce qu'il faut en parler quand même? Comment on fait par rapport à ça? C'est une super question. En fait, tout ce qui est process, ça va connecter à une partie du cerveau qui est le mental, en fait. Mental. Donc, le problème du mental, c'est que c'est une machine à objection. Tout ce qui touche au mental, c'est la boîte à objection. C'est ça, en fait, qui tue la vente. Donc, ce que veut le client, en fait, le prospect, c'est un résultat. Donc, l'idée, c'est vraiment de déconnecter du mental et de le projeter uniquement sur son résultat. Donc, quand on parle de résultat, on projette sur une partie du cerveau qui s'appelle la partie limbique du cerveau. Donc, c'est toute la partie émotionnelle. Donc, tu me parles d'émotion là-dedans. Ce que recherche le prospect, le futur client, c'est une émotion par rapport au futur résultat qu'il va atteindre. Donc, la personne qui se focalise sur sa plaquette, qui vante les qualités de son process ou de son produit ou que sais-je encore, c'est une personne qui fait la grosse erreur de connecter son client, son prospect plutôt, à toute la partie mentale. Il connecte et en fait, il se tire une balle dans le genou ou dans le pied parce que il va permettre au client de lister toutes les objections qui lui viennent au fur et à mesure qu'il explique le process. Donc l'idée, c'est de projeter uniquement sur le résultat, et uniquement là-dessus, et sur le sentiment, les sensations qu'il va avoir en voyant, en ressentant, en entendant le résultat une fois fini, le projeter émotionnellement là-dedans, et le couper du mental. Ok. Alors, je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se fatiguent dans la prospection, que ce soit autant B2B que B2C d'ailleurs, parce que moi-même, j'ai été dans une boîte où j'avais des critères de performance, hein, des KPI, on était comparés les commerciaux les uns aux autres. On avait, moi j'étais directeur commercial à l'époque, on avait tout un tas d'indicateurs, même en tant que directeur, on avait aussi beaucoup d'indicateurs commerciaux pour vérifier. Les chiffres étaient annoncés publiquement en plus tous les 2 ou 3 mois, donc on savait qui avait réussi, qui avait entre guillemets raté. Donc ça mettait une pression de dingue. Et donc il y a vraiment cette notion aussi de, quand on fait les entretiens de vente ou quand on fait de la prospection, que ce soit en allant physiquement aussi chez les clients, de pas non plus se burn-outer. Hein, j'en ai vu beaucoup qui restaient, il y avait un turnover massif, hein, dans là où je travaillais, puisque finalement, dans les métiers commerciaux, on a beaucoup de turnover parce que les gens n'ont pas toujours l'énergie, ni d'ailleurs l'endurance, parce que je pense que c'est plus un marathon qu'un sprint, hein, mais je pense que tu seras d'accord avec ça, pour garder finalement cette énergie sur le long terme. Comment toi tu verrais finalement cet équilibre entre santé et efficacité commerciale? Moi, je suis intimement convaincu que c'est primordial, évidemment. Je ne vais pas te dire l'inverse. Après, moi, par rapport à ça, je fais beaucoup de tracking par rapport à moi, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je mange, comment je dors, par rapport au temps passé sur mes activités. Je traque tout. Je traque vraiment tout, y compris le sommeil. Tu vois, j'ai une petite montre
qui permettent d'enregistrer en fait mes pulsations cardiaques, de mesurer mon sommeil, les phases de sommeil, etc. Et je traque tout dans un fichier. Je vais passer un peu pour un fou, mais ça me prend pas beaucoup de temps. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand un des éléments que je t'ai cité tout à l'heure, par exemple le sommeil ou l'alimentation ou autre, était négligé, bah, ça s'en ressentait directement dans mes résultats en termes de chiffre d'affaires, dans mes ventes aussi. Parce que la vente, c'est la partie la plus technique, la plus complexe en fait à gérer. Donc ça, toutes les personnes qui nous regardent le savent, je pense. C'est pour ça que c'est la partie du business qui est la mieux payée en fait. Hein. C'est pour ça que les vendeurs touchent des commissions, etc. Parce que c'est la plus dure finalement. Et évidemment, quand tu vas manger un McDo, moi ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive très peu souvent parce que j'essaye de pas manger ce type de nourriture, mais quand ça m'arrive, je vois une incidence sur mes résultats. Ça peut paraître dingue, mais c'est ce qui se produit. Parce que j'essaye toujours d'être dans un mindset propice à la vente, en fait, propice au résultat. Et si on n'est pas dans cet état d'esprit, c'est beaucoup plus compliqué, tout simplement. Oui, mais alors, comment on fait pour éviter de se surcharger? Parce que quand je t'écoute, du coup, est-ce que tu vas te donner un nombre d'heures de travail par jour? Est-ce que tu vas faire, par exemple, 5 entretiens de vente, 3 entretiens, autant que possible? Comment tu gères pour ne pas te surcharger, entre guillemets? Moi, pour te répondre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est enchaîner. Moi, je suis assez challenger dans ce type de choses. C'est pour ça que la vente, ça me convient bien. C'est-à-dire que je vais enchaîner, par exemple, en 2 jours. Le lundi et le mardi, je vais peut-être en enchaîner 7-8. 7-8 par jour. Moi, ça me dérange pas, en fait. Parce que je suis dans l'énergie. Pendant 2 jours, après, je te dis pas qu'au 3e jour, je commence un petit peu à en avoir marre. Je commence à saturer un petit peu. C'est pour ça qu'après, je le passe à d'autres personnes de mon équipe. Mais j'aime bien m'aménager en fait des espaces de temps où je fais ça. Bon, bientôt, je pense que j'aurai plus forcément le temps de faire du closing, mais j'aime bien faire ça, donc je m'en garde toujours un petit peu pour moi. Mais après, tout dépend de la personne. Je sais que j'ai des personnes de mon équipe qui préfèrent prendre leur temps, qui préfèrent avoir un battement de 30 minutes entre les sessions. Chacun en fait choisit son rythme en fait. Moi j'aime bien enchaîner parce que j'aime pas perdre de temps. Je sais que le temps est précieux et je fonctionne comme ça, mais je sais que d'autres personnes ne le font pas. Moi le seul conseil que j'aurais à donner c'est écouter son rythme, son mode de fonctionnement et puis pas aller à l'encontre de ça en fait. Vraiment s'écouter, écouter ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs hautes en fait, et pas aller à l'encontre de ça, parce que sinon, si on va à l'encontre de ces valeurs hautes, c'est compliqué. On va droit au burn-out. En fait. C'est en ça que les personnes se crament. En fait. Ça me fait penser à ce livre-là que j'avais lu qui s'appelle Deep Focus, où on disait qu'effectivement, notion d'immersion totale, pour dire en français, où on reste dans une tâche pendant 4-8 heures d'affilée pour être monofocus et plus efficace. C'est un peu ce que tu décris là, en fait, finalement. Ouais, c'est ça exactement. C'est exactement ça. Moi, je m'organise, comme je te disais, des blocs de temps où je suis focus sur la vente. Je fais que ça. Parce que moi, je suis dirigeant d'une entreprise. Donc, mon focus, il peut être perturbé par mon équipe qui ont besoin de moi pour les aider. Mon focus, il peut être perturbé par toutes les briques du business. Il y a le marketing, il y a pas que la vente, hein, il y a le marketing, il y a la vente, il y a le delivery. Le delivery, c'est délivrer le coaching de la meilleure des façons à mes clients. Il y a toute la partie upsell, recommandation, etc., etc. Il y a toute la gestion financière, il y a toute la gestion administrative. Donc, dans un business, il y a plein de briques différentes. Si je me disperse et je suis pas focus sur la vente, je fais n'importe quoi, évidemment. C'est pour ça que je m'organise en bloc comme ça, temporel. Et je suis focus par la suite le reste de la semaine sur les autres briques de mon business. Sinon, c'est pas possible. Je peux pas performer. Voilà. Écoute, c'est formidable. Alors, on va parler d'un autre sujet qui est le sujet. Je vais me permettre de dire que tu avais travaillé avec Julien Mussy. Yes. Ouais, je vais te parler de ça. Ouais, Julien, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de gratitude. Parce qu'il m'a apporté beaucoup de choses et voilà, je tenais
s'il regarde cette vidéo, et lui dire merci par rapport à ce qu'il m'a apporté en termes de développement perso. Donc, j'ai travaillé avec lui. J'étais directeur exécutif de son entreprise. Donc, j'ai beaucoup appris également à ses côtés. J'ai beaucoup appris en termes de vente. Hein, j'ai appris en faisant, en fait. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce qu'en fait, il m'a fait confiance dès le départ. Il m'a permis de coacher des coachs de tout niveau, tu vois, des coachs de débutants jusqu'à des coachs millionnaires. Donc, j'ai pu apprendre, tu vois, en marchant vraiment, en faisant. Et puis ensuite, il m'a donné les clés de sa maison, en fait. Il m'a donné les commandes de son business. Et c'est pareil, c'est en faisant, en fait, que j'ai appris et que j'ai intégré tout ce que je sais maintenant. Et tu vois, j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce qu'il m'a donné cette confiance, il m'a donné le volant. Et c'est en faisant que j'ai intégré tout ce que j'apprends à mes clients maintenant, tout ce que je sais, quoi. C'est pas de la théorie, c'est des choses que j'ai pratiquées. C'est pour ça que ça marche, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prônent le système organique. Donc, le système organique, pour rappel, c'est contacter directement les personnes. Ça peut être par Messenger, ça peut être par tous les moyens de communication, hein, par mail ou par, sais-je encore, utilisant les réseaux sociaux également. Donc, c'est un système qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps surtout. C'est un système qui peut te permettre d'arriver à 10 000 euros par mois. Hein. Moi, c'est un système qui m'a permis d'arriver jusqu'à 30 000 euros par mois. Donc, c'est un système qui fonctionne. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que pour pour faire une vente, tu vas devoir contacter, franchement, des centaines, enfin, je dirais entre 100 et 200 personnes. Voilà, comme ça. Donc, ça demande du temps. Faut avoir vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour contacter toutes ces personnes et leur faire des propositions, avoir des conversations avec. Ensuite, moi, j'ai mis en place, donc ça demande énormément d'heures, mais ça marche. Hein. Si on est vraiment motivé, ça peut marcher. Après, tu as un deuxième système qui est le système Boost Organique. Ce que moi, je propose, ça utilise l'organique, mais ça utilise des systèmes beaucoup moins chronophages en termes de temps. Et c'est plus un système basé sur le marketing de ta personne, en fait. Donc, c'est les personnes qui, à force, arrivent à toi, donc ça demande moins d'efforts. Par contre, ça demande un peu plus de temps. Au départ, ça demande de l'énergie au départ pour faire décoller l'avion. Comme tout avion, on a besoin d'énergie pour décoller. Mais une fois que tu as mis en place le système, après, les choses commencent à arriver avec de l'inertie. Donc ça, c'est assez cool parce que tu fais des ventes avec beaucoup moins d'efforts. Ensuite, le troisième système, ça aussi, je le propose, c'est le système automatisé. Donc moi, mon système s'appelle la MA, c'est la Masterclass automatisée. C'est un système qui te permet de réaliser des ventes sans effort. C'est-à-dire que tu vas produire avec de la publicité Facebook, en investissant dans de la publicité Facebook, tu vas contacter des personnes de façon automatique. Donc, tu vas mettre en face de personnes une publicité vantant ta masterclass. Et pour donner un ordre d'idée, avec 10 €, tu vas contacter à peu près 1000 personnes par jour. Tu mets 10 € dans la machine, tu contactes 1000 personnes. T'imagines l'énergie, le temps que ça te fait gagner par rapport au système organique. C'est ouf, c'est dingue, pardon. C'est dingue parce que du coup, ça te permet de dormir sur tes deux oreilles. Tu sais que ton système, pendant que tu dors, il fonctionne. En fait. Tu sais qu'en automatique, ça te remplit ton agenda de rendez-vous ciblés, c'est-à-dire de rendez-vous de personnes qui correspondent exactement à ton avatar et qui ont exactement la problématique que toi, tu vas résoudre. Donc, tu sais que tu vas passer du temps au téléphone avec des personnes qui sont des personnes aptes à acheter ton produit. Et ça change tout. Ça change tout parce que si on prend le système dans sa globalité, quand tu mets 1 € dans la machine, Facebook, bien, tu as un retour sur investissement de 10, 15, 20, 30, 40, 50. Moi, actuellement, j'ai un retour sur investissement de 40. C'est-à-dire que quand je mets 1 € dans la machine Facebook, il me revient 40. C'est-à-dire que le système, c'est comme si tu avais un distributeur automatique dans ta rue. Tu mets 100 € dans ta machine, il t'en rend 40 fois plus. Et c'est assez extraordinaire. Tu mets 100 €, il te rend 4000 €. C'est assez dingue. Et c'est ce qui se produit actuellement avec la publicité Facebook.
quand tu mets en place une offre premium. Est-ce que toi, tu vois des vraies différences entre des entretiens sur des montants, on va dire, inférieurs à 2000, 3000 et des montants supérieurs, on va des accompagnements sur 10 000, 20 000 ou plus? Hmm. Ouais, tout à fait, il y a une différence. Moi, je mettrais la limite vers les 1500 euros environ. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de 1500 euros, on va plus convaincre au niveau de la vente sur les spécificités du produit. C'est-à-dire qu'on va plus convaincre sur la valeur perçue en fait du produit. C'est pour ça que ça concerne par exemple toutes les formations en ligne. C'est pour ça qu'on augmente au maximum la valeur perçue en ajoutant, tu sais, toute une ribambelle de bonus, toute une ribambelle de choses qui sont pas forcément utiles en fait à la personne, mais on les ajoute quand même pour gonfler cette valeur perçue de manière à ce que le client, le prospect plutôt, il ait le sentiment d'en avoir pour son argent, voilà, tout simplement. Au-dessus de 1500 euros, là, c'est totalement différent. Ce que la personne attend, ce que le prospect attend, c'est un résultat. Donc là, au niveau de la communication, tu vas placer tout au niveau de la vente, plutôt, tu vas placer évidemment tout sur la projection du client au niveau de son résultat. C'est pour ça qu'on met en place des stratégies complètement différentes au niveau de la vente. C'est pour ça qu'on passe par de la vente par téléphone en utilisant de la vente éthique en utilisant un script de vente, par exemple. Tout simplement parce que on n'aura pas du tout les mêmes stratégies. Alors du coup, c'est quoi la vente éthique? Je rebondis sur ce mot-là parce que c'est un mot qui est souvent utilisé. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens, quand je les accompagne, ont cette peur de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, là, cette difficulté à faire de la vente où ils ont l'impression, avec toutes les croyances qui sont liées, que la vente c'est mal, la vente c'est impur, etc. Donc, comment on peut vendre effectivement tout en restant intègre, éthique, aligné? Mmh. Mmh. Alors déjà, la première chose pour être éthique, c'est croire en son produit. Donc déjà, c'est d'avoir un produit qui peut faire une réelle différence dans la vie de ton client. Voilà, si tu crois pas en ton produit et que tu essayes de le vendre à quelqu'un, déjà là, il y a zéro éthique. Déjà, les personnes qui cherchent à faire ça, voilà, c'est pas du tout éthique. Moi, je pense que la première définition du fait d'avoir de l'éthique, c'est ça, c'est croire en son produit et être convaincu qu'il va apporter une grande transformation, une grande différence dans la vie de ton client, tout simplement. Après, vente éthique, ça passe aussi par le fait d'être éthique dans le sens où tu vas utiliser uniquement des choses en faveur du résultat attendu par le client. Donc, tu vas pas lui vendre du rêve, tu vas pas lui vendre du vent, tu vas pas lui vendre des fonctionnalités que ton produit n'a pas. Tu vas rester intègre et éthique par rapport au résultat que ton client va pouvoir atteindre et pas plus. Tu vas pas vendre du rêve ou des choses qui sont fausses. Voilà, ça c'est le deuxième aspect qui est très important au niveau de la vente éthique. Ensuite, il y a un troisième aspect qui est aussi important que les autres, c'est le fait de ne pas mettre de jamais mettre une quelconque pression externe par rapport au client en fait. Pourquoi? Parce que la pression, elle doit être uniquement interne au niveau du client. C'est lui qui doit se rendre compte qu'il a besoin d'avancer, il a besoin de changer pour changer sa vie tout simplement. Donc, vente éthique, par rapport au fait qu'on va uniquement utiliser ce qu'a dit le client de façon complètement logique, hein. On manipule pas ou rien du tout. On est uniquement logique par rapport à ce que dit le client. Et on utilise justement les contradictions de ce client qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Et ces contradictions, généralement, ce sont des contradictions qui viennent du mental, qui sont là pour protéger la personne de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a tous peur de sortir, moi y compris, de notre zone de confort. Et on a une partie également du cerveau qui s'appelle le cerveau primaire, en fait, qui va justement nous empêcher, nous protéger, en fait, quand on a le sentiment de sortir de ses zones de confort, en sortant des choses qui sont pas forcément logiques. Et nous, notre rôle en tant que vendeur éthique, on est là pour simplement prendre des éléments logiques et rappeler à cette personne que là, elle est en train de sortir de sa zone de confort, que ce qui se passe, c'est un phénomène de peur, et on lui rappelle simplement que si elle veut réellement avoir les résultats qu'elle veut, il va falloir qu'elle sorte de cette zone de confort. On est simplement là pour la conseiller de façon éthique. Voilà. C'est marrant parce que quand je t'écoute, j'ai presque l'impression qu'on est déjà en train de faire du coaching
avant d'en faire, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de permettre à la personne de sortir de sa zone de confort, qui est en fait un des principaux rôles du coach en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une séance de coaching. Moi, je dis toujours que tu as raison, hein, le coaching démarre à partir du moment où on commence à se parler au téléphone. Parce que c'est à ce moment-là que le prospect réalise que s'il continue à agir de cette façon-là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5, 10, 15, 20 ans, il va droit direct dans le mur. Donc on est là pour lui dire la vérité, tout simplement. Et il faut être prêt à dire ce que 99% des personnes n'osent pas dire. Et être franc, c'est ça, être éthique, c'est être franc et intègre. Ok, alors du coup, si on résume un petit peu ce qu'on a dit, parce que là, on arrive quasiment à la fin de l'interview, quelles seraient pour toi du coup les compétences d'un bon commercial ou closer, ou les compétences qu'on devrait avoir ou qu'on devrait développer en tout cas si on veut s'améliorer là-dessus? Alors les compétences d'un closer, je disais tout à l'heure, le côté éthique, hein, c'est absolument nécessaire. Intégrité, éthique, s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Après, la personne, le closer, doit être empathique, avoir une intelligence sociale importante et une écoute très attentive. Une écoute, je dirais, de classe mondiale pour pouvoir vraiment écouter, même écouter l'invisible. En fait. Ce qui ne se dit pas, il doit savoir ressentir les choses. C'est pour ça que le côté empathie est très important également dans les compétences d'un closer. Comment on fait pour écouter l'invisible et développer son intuition, son ressenti? Ben ça, je pense que c'est une bonne question. Ça vient avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience. Façon d'interpréter certains silences, certains acquiescements de la part du prospect. Et puis aussi, c'est ressentir, c'est écouter son cœur. Ça peut paraître un peu ésotérique, ce que je veux dire, mais savoir écouter son cœur aussi, se connecter à son cœur, de manière à être vraiment connecté à l'autre personne. Et ça, c'est un élément qui est très, 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 très important. C'est pas facile à faire, mais ça fait toute la différence entre un bon closer et un excellent closer, je dirais. Toutes les personnes qui nous écoutent, ce que j'aimerais dire simplement, c'est que vous faites un métier extraordinaire. Les personnes qui sont aidées par toi font vraiment quelque chose de compliqué, de complexe, mais qui apporte leur pierre à l'édifice, en fait. Donc, c'est vraiment top. Ce que j'ai vraiment envie de leur dire, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour aller au bout de vos rêves. La première personne qu'il faut convaincre, c'est vous-même. C'est parfois la plus difficile à convaincre. Et avant de convaincre les autres, avant de convaincre vos prospects, vos clients, etc., la première personne à convaincre et comment dire, à convaincre sur tous les plans, je dirais, émotionnel, sur le plan du mental, sur le plan de l'invisible également, c'est vous-même. Voilà ce que j'aimerais faire passer comme message. Mais tout le monde est capable d'atteindre des résultats de dingue, j'en suis intimement convaincu. Et même au niveau de mon entreprise, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais des résultats qui étaient OK. Ça n'a pas toujours été le cas et j'ai dû me convaincre que c'était possible. Alors du coup, maintenant, comment on fait pour te suivre, pour te contacter, tu nous as parlé de ton site, de ta chaîne Facebook, je crois aussi, privé, le groupe privé. Comment on fait alors du coup pour te suivre? Ouais, tout simplement aller sur Facebook, ou taper Olive Métral, O-L-I-V, Métral, M-E-T-R-A-L, ou Olivier Métral, j'ai ma chaîne YouTube où je donne beaucoup de choses également, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos, tout simplement. Ok, je te remercie encore une fois pour cette interview, du coup, Olivier. Et je t'en prie, Raphaël, c'était avec grand plaisir. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est pas la première fois que je fais appel à tes services. À chaque fois, en fait, je suis toujours satisfait des retours. Donc, grand merci à toi, Raphaël. Merci beaucoup. J'ai aussi appris à formuler une stratégie de vente. C'était la plus grande révélation de l'année.